Alors, plusieurs revendications aujourd'hui de la part des généralistes. On va commencer d'abord par le tarif de la consultation, Jean-Paul Hamon. Vous demandez quoi exactement? Un doublement de 25 à 50, 30 euros? Est-ce qu'il y a Vous savez, en tête de manif, aujourd'hui, il y avait une banderole qui disait « Tous unis face au mépris ». Les médecins, actuellement, ils réclament qu'on arrête de les mépriser. Ça fait 3 ans qu'on nous méprise avec cette pandémie où on a été mis de côté. Le directeur de la Caisse d'assurance maladie nous propose 1,50 € d'augmentation, alors que ça fait 7 ans que la consultation n'a pas été augmentée, ça rattrape à peine l'inflation. Et puis, vous avez des députés qui votent une loi qui dépaisse le médecin de son rôle. C'est-à-dire qu'il y a un démantèlement de la médecine générale en particulier. Et le pire, c'est qu'ils l'ont voté à l'unanimité. On a voulu nous opposer aux infirmiers sur ce coup-là. Franchement, moi, quand je vois que les infirmiers se déplacent à domicile pour 2,50 €, j'aimerais bien qu'on valorise l'action des infirmiers qui sont essentiels dans le maintien à domicile et qu'on valorise le couple médecin-infirmier. Et qu'on valorise justement ce couple-là pour raccourcir les hospitalisations et les éviter, plutôt que d'inventer un nouveau métier. Qu'on permette aux médecins de travailler avec du personnel. Je rappelle qu'en France, les médecins travaillent avec 0,3 personnel par médecin et qu'en Allemagne, il y a 2,4 personnels par médecin. Donc, si vous voulez qu'on réclame des conditions correctes d'installation, vous avez vu dans le début du reportage une de mes ex-internes. Elle était chez moi il y a une dizaine d'années et maintenant elle est à Fontenay-le-Fleury, en zone démographiquement faible. Elle travaille avec un pédicure qui prend 35 € la consultation et un ostéopathe qui n'est ni médecin ni kiné qui prend 50 € la consultation. Elle, avec ses 25 €, elle me dit j'ai l'air d'une conne et elle n'a pas tort. Pour revenir sur le tarif de la consultation, vous ne m'avez pas donné de chiffre, mais j'ai compris qu'1,50 € en plus, c'était trop faible et ridicule. Vous, en tant qu'infirmier, d'abord, quel regard vous portez sur cette demande des médecins sur la revalorisation de la consultation? Ce que disait Jean-Paul Hamon à l'instant, finalement, ils ont l'air d'être des cons. Pardon, je reprends vos mots. Mais... Ah ouais. Que les médecins aient des revendications aujourd'hui, qu'elles soient légitimes, oui. Effectivement, si on regarde sur la moyenne des pays de l'OCDE, le tarif moyen de la consultation en France est inférieur au tarif moyen de la consultation dans les différents pays de l'OCDE. Moi, je veux pas m'immiscer en fait dans des débats en fait de négociations conventionnelles entre médecins. Moi, le message que je veux faire passer en tout cas, c'est de dire aux médecins qu'en utilisant les compétences des praticiens de santé, donc des auxiliaires médicaux présents sur le terrain, aujourd'hui, on pourrait faire gagner du temps médical utile. Et c'est vrai que dans ce contexte, en fait, où il faut faire bouger les lignes incontestablement, parce qu'on a un double défi en fait à relever. Qui est le premier défi, c'est le vieillissement de la population. Le deuxième défi, c'est l'explosion des maladies chroniques. Et dans le cadre de cet écosystème, en fait, où on voit une démographie médicale qui commence à baisser de manière assez dangereuse, et c'est pas fini, il va falloir trouver des solutions. Donc, moi, ma question aujourd'hui à ce stade est de dire, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait ? On va y revenir. Sur le tarif de la consultation, d'abord, je voudrais qu'on écoute François Braun, le ministre de la Santé, ce matin sur France Info. 1,50 € de plus pour l'ensemble des médecins, c'est le début des négociations entre l'assurance maladie et les médecins. Ça représente quand même, en moyenne par médecin, 7 000 € sur l'année. Donc ce n'est pas négligeable et c'est loin d'être une marque de mépris, c'est un début de négociation. Bon, Jean-Paul Hamon, je vous vois affligé. Ça fait 200 € par mois quand vous avez enlevé les charges. Il faut arrêter de se moquer du monde. Ça ne rattrape pas l'inflation et tout le monde sait que les charges, elles ont plus terriblement augmenté depuis 7 ans. Franchement, là, François Braun, bon, il a les mains liées. Hein. Visiblement, ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Là. C'est l'assurance maladie ? Mais non, c'est l'assurance maladie, c'est Bercy. C'est Bercy. Et on voit bien que l'assurance maladie, écoutez, ça fait... Là, on n'est pas au début des négociations. Les négociations, elles se terminent à la fin du mois. Ça fait 2 mois et demi que Fantôme nous balade, là. 2 mois et demi. Il n'a jamais sorti l'enveloppe, mais de toute façon, les députés, quand ils ont voté le plan de financement de la sécurité sociale, au grand maximum, il va y avoir 750 millions d'euros sur la table. Je crois en effet que l'expression du ministre, quand il a dit qu'on est au début de la négociation, a agacé pas mal de monde parmi les manifestants aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est lancé depuis 2 mois. Et c'est censé se terminer à la fin du mois de février, donc c'est tout proche. Mais je pense que l'assurance maladie n'a pas vraiment encore abattu ses cartes. Et notamment, elle explique aux médecins, on en a parlé dans le reportage,
qu'elle veut mettre en place un donnant-donnant, avec des revalorisations plus importantes pour les médecins qui s'engageraient plus fort sur l'accès aux soins. Et là-dessus, pour l'instant, il n'y a aucun chiffre. Donc, évidemment, les médecins... Financièrement, quel est votre point de vue sur les... Alors, 1,50 € de plus proposé par l'assurance maladie, ça fait 7 000 € par an. Il y en a qui disent que c'est déjà pas mal. Vous dites que c'est dérisoire. C'est dérisoire. Je pense qu'il faut éviter de tout mettre sur le tarif à l'acte et le prix de la consultation. Alors, ça va être la grande difficulté. L'assurance maladie pourrait dire, il y a des syndicats de médecins qui sont prêts à signer à 30 € la consultation. Mais dans ce cas-là, la facture montrée pour l'assurance maladie à entre 1,5 milliard et 2 milliards. Et là, il y aurait 1,5 milliard, il n'y aurait plus tellement de financement, par exemple, pour augmenter le tarif forfaitaire pour les médecins. Vous savez, ils ont un forfait pour chaque fois qu'ils sont médecins traitants pour un patient. Ah oui, d'accord. Ils ont un forfait. Vous pouvez le revaloriser. Vous pouvez ajouter d'autres forfaits si des médecins, par exemple, vont consulter le samedi matin alors qu'ils ne le faisaient pas. Et évidemment, vous ne pouvez pas mettre de l'argent sur tous les postes à la fois. Il faut savoir que dans le contrat qui est proposé par l'assurance maladie, en réalité, il y a beaucoup de médecins qui rempliraient déjà les conditions. Et ça, c'est pareil. Pour l'instant, l'assurance maladie n'a pas encore abattu ses cartes. Elle n'a pas dit exactement quels seraient les critères à remplir pour bénéficier de ces hausses de rémunération. Et le compteur tourne. Non, mais surtout, ce qui est invraisemblable, c'est qu'on voit qu'il y a une marge absolument énorme qui n'est pas exploitée. C'est les 43 milliards des complémentaires. Quand vous avez que les complémentaires dépensent 9 milliards de frais de gestion, essentiellement en publicité, etc., il y a largement qui remboursent des consultations de naturopathes, qui en font des produits d'appel, des naturopathes qui mettent au régime des femmes qui ont une endométriose. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter avec la gogothérapie, là, qui est remboursée par les complémentaires. Il y a largement de quoi, sans que ça coûte davantage aux médecins, à l'État, de prendre dans l'argent des complémentaires que les Français payent. Et là, avec ces 43 milliards, on a de la marge. On a de la marge pour rémunérer les médecins, faire en sorte, quand je parle du couple médecin-infirmier qui évite les hospitalisations, qui raccourcit les hospitalisations, c'est pas rien. C'est-à-dire que si on évite une journée d'hospitalisation, est-ce qu'il vaut mieux mettre 100 € sur un couple médecin-infirmier que de payer 800 € ou 1000, 2000 € de journée d'hospitalisation? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, aujourd'hui, en fait, la position, en tout cas de la fédération, est de prôner le travail en équipe. Alors, on n'est pas dans le cadre de la loi Harris, nous, sur une opposition des médecins avec le corps médical. Absolument pas. Il n'est pas dans nos velléités de remplacer les médecins demain. Notre postulat de base est de dire qu'aujourd'hui, il faut utiliser les compétences des praticiens de santé, que ce soit les kinés, les infirmiers en pratique avancée, ou les orthophonistes et les pédicure-podologues, pour gagner du temps médical utile. C'est ça, en fait, le projet qu'on porte, nous. Maintenant, on a, en fait, un cadre légal qui se développe depuis 2009, avec la loi HPST, la loi Touraine, la loi Ma Santé 2022. On a érigé, dans ces lois-là, le médecin en pivot de la coordination. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que fait-on quand il n'y a pas de médecin ? Alors j'entends bien en fait les métaphores qui sont utilisées aujourd'hui par le corps médical, qui réclament à ce que le médecin reste le chef d'orchestre du système, soit. Mais que fait-on dans les territoires où il n'y a plus de chef d'orchestre ? Y aura-t-il des concerts pour les patients ? Et aujourd'hui, nous, notre position est de dire qu'il faut trouver des solutions là où il n'y a plus de médecins, là où il faut absolument gagner du temps médical utile pour fluidifier les prises en charge de patients, quand on sait que le tsunami, en tout cas, de patients chroniques et de patients vieillissants, est en face de nous. Donc, l'idée, c'est certainement pas de nous substituer aux médecins, mais c'est d'apporter, en tout cas, nos compétences pour faire en sorte que le médecin puisse faire ce qui est le cœur de son métier, c'est de la clinique, en fait, médicale et du diagnostic. Le diagnostic, aujourd'hui, doit être sacralisé au niveau des médecins. Le diagnostic médical appartient aux médecins. Ils n'ont pas fait, et je rejoins ce que disait le docteur Hamon, 9 ans, 10 ans, 12 ans d'études pour rien. C'est clair. Et on ne va pas les remplacer avec des professionnels qui ont fait 5 ans d'études. Donc, ce n'est pas une médecine low cost
qu'on demande à ce qu'elles soient mises en place, mais c'est en tout cas de mettre en place des conditions qui permettent aux médecins d'avoir, en fait, ou de centrer son activité sur son cœur de métier, c'est-à-dire le diagnostic médical. Non, mais vous faites bien de parler des années d'études. J'avais oublié que les députés nous avaient imposé une 10e année d'études exclusivement pour les médecins généralistes, à faire exclusivement dans le désert, sans avoir prévu aucun encadrement ni aucune incitation. Et au moment même où ils autorisent les infirmières aux pratiques avancées, avec 3 ans d'études, 2 ans de pratique et plus des formations pendant 2 ans, à remplacer essentiellement le médecin généraliste et faire des diagnostics, des prescriptions. Donc tout ça, si vous voulez, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête de nous imposer ? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils imposent aux jeunes médecins qui, je rappelle, se suicident un interne se suicide tous les 18 jours. 18% des jeunes qui passent ce concours difficile à l'entrée n'exerceront jamais. Parce qu'il n'y a pas d'encadrement, parce qu'ils découvrent un métier qui est dur à exercer. Vous avez des jeunes qui passent un concours difficile, qui sont brillants, qui sont travailleurs, et puis ils ne s'installent pas. On perd 20% de ces gens-là en cours de route. Pourquoi ? Ils ne sont pas encadrés. Ces gens-là, ils découvrent la maladie, la mort, la fragilité de l'existence. On ne les encadre pas. Ils se suicident tous les 2 jours. On leur dit, toi, mon vieux, tu vas aller bosser une 10e année et tu vas faire ça dans le désert. Et l'encadrement, il n'y en aura pas. Et de l'incitation, il n'y en aura pas. Si tu es trop loin, on te loge. Voilà comment on nous traite. Halte au mépris, c'est ça, c'est pour ça qu'on a défilé. Mais sur la question de qu'est-ce que vous pouvez, faire en moins et laisser, entre guillemets, faire à d'autres, comme par exemple aux infirmiers. Qu'est-ce que vous dites de ça, sur la possibilité de laisser les infirmiers, par exemple... Je vais vous prendre un exemple. Faire des ordonnances. Non, mais attendez, je vais vous prendre un exemple. Là, j'ai actuellement à domicile un couple. Une centenaire qui a fait le Covid et son mari de 98 ans qui a insuffisance cardiaque grave. Je les ai vus il y a 1 mois. Je les vois à peu près 1 fois par mois ou tous les 2 mois. C'est l'infirmière qui s'en occupe et qui me tient au courant. On a une vraie collaboration, une vraie délégation de tâches. C'est ce boulot-là qu'il faut encadrer, mais qu'il faut rémunérer. La centenaire, elle est sur son lit d'hôpital, elle a un peu d'oxygène, elle a une perfusion qui est plutôt symbolique, et puis elle a un petit patch pour calmer les douleurs. Et ça va, ça se passe bien. Et le mari qui a l'insuffisance cardiaque, l'infirmière le pèse tous les jours, lui prend sa tension, lui donne ses comprimés, on fait une prise de sang 1 fois tous les 15 jours, et ça se passe bien. Ça, c'est de la délégation de tâches, on bosse en confiance. Mais elle fait ça avec un déplacement de 2,50 € à domicile. C'est ça qu'il faut faire. Il faut tenir compte de ce boulot qui est fait, qui évite des hospitalisations, qu'on valorise le travail qui est fait par les infirmiers, qu'on les paye correctement et qu'on favorise la coordination entre le médecin et l'infirmier. C'est pas la peine de faire changer un métier, d'inventer un nouveau métier. Vous trouvez que là, le projet de loi invente un nouveau métier ? Mais le projet de loi, bien sûr que oui. C'est quoi ? Ça s'appelait les officiers de santé du temps de Flaubert. C'était des gens qui étaient formés en 5 années. Et puis, à côté de ça, vous aviez... c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier. Certes, c'est des gens qui sont... c'est des gens qui ont fait du boulot d'infirmier, qui ont un sens clinique, etc. Mais on leur donne l'autorisation de faire un diagnostic, de prescrire. Ça, c'est la copie à l'Assemblée nationale. Je crois que le Sénat a sérieusement revu mais de toute façon, les conditions d'exercice. Ça va repasser à l'Assemblée. Et quand vous pensez que l'Assemblée, les députés ont voté à l'unanimité la loi Ritz, à l'unanimité. Là, pour nous, si vous voulez, les bras nous en tombent quand on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont, quoi ? Est-ce qu'ils ont pensé à un moment permettre aux médecins d'accueillir du personnel, d'accueillir les patients avec du personnel, avec un secrétariat d'accueil, de permettre aux internes de travailler avec nous, de découvrir ce métier qui est passionnant à exercer. Moi, ça fait 10 ans que je devrais être parti à la retraite. C'est un métier qui est passionnant à exercer. Mais là, on est en train de décourager ceux qui aiment le plus ce métier. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, les métiers intermédiaires, en tout cas la pratique avancée en France est née... non pas là cette année, elle est née en 2018. Les premiers textes, en fait, sont sortis en 2018. La rémunération en ville a été négociée dans le cadre de divers avenants conventionnels. Et c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi. Alors, de 2 choses l'une, soit on s'oppose à la loi, parce qu'on n'est pas d'accord avec la loi, on s'oppose à la loi, ou soit, la loi étant inscrite, on voit ce qu'on peut faire avec les mesures inscrites dans la loi. Nous, notre position aujourd'hui est de dire, c'est inscrit dans la loi, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors la pratique avancée, c'est une pratique qui existe dans la plupart des pays anglo-saxons. Elle a prouvé en tout cas son intérêt dans l'organisation du système de santé et notamment dans l'accès aux soins.
c'est indéniable. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous allez dans différents pays. La pratique avancée existe et est plus développée que dans notre pays. Les médecins ne sont pas payés le même prix. La pratique avancée, voilà, on va y venir. Donc ça veut dire que... Non mais alors, c'est important, ça veut dire que pourquoi pas un autre tarif? Non mais attendez, Non mais... Oui, mais je suis d'accord, mais si vous voulez, là, il y a un moment où dire on ne peut pas parler des États-Unis sans parler des tarifs, et de ce que ça coûte, et aussi des gens qui sont laissés sur le côté. Hein. Je suis absolument... Tout à fait, on n'a pas du tout le même système d'assurance maladie. Système de santé. Je suis absolument d'accord, il ne faut pas faire de benchmarking un peu facile et dire qu'on peut transposer en fait, ce qui existe ailleurs chez nous. Ceci dit, sur l'aspect en fait, prise en charge et clinique, je ne parle pas des tarifs, la pratique avancée a apporté une plus-value dans ces systèmes-là. Maintenant, est-ce qu'elle va en apporter chez nous? Nous, aujourd'hui, au regard des données démographiques dont on dispose, on pense que oui. On pense que oui, parce que, je vous dis, nous, on est confrontés tous les jours, et Jean-Paul Hamon le disait là, dans les prises en charge conjointes qu'on peut avoir. Je vais vous citer des exemples, des cas concrets. Hein. Vous avez une patiente âgée, déshydratée, on va avoir des épisodes caniculaires de plus en plus récurrents. Eh ben vous allez à un moment donné devoir réhydrater ce patient-là. Si vous n'avez pas de médecin traitant sous la main, la seule chose que peut faire un infirmier aujourd'hui, c'est de l'hospitaliser. Donc il va passer des heures sur un brancard dans les services d'urgence, avec ce que ça induit en termes d'effets délétères, pour simplement le réhydrater. La question qu'on peut se poser raisonnablement, c'est faut-il une prescription médicale pour réhydrater par voie sous-cutanée un patient qui se déshydrate? La canicule n'est pas un bon exemple parce qu'en 2003, on avait tiré le bilan de cette fameuse canicule et on avait dit l'équipe d'ingénierie avancée, elle existe, c'est l'infirmière, le kiné, le médecin. Ce qui manque à cette équipe, c'est une aide-soignante justement pour faire boire la patiente et vérifier qu'elle n'est pas en train de se déshydrater et d'alerter le médecin ou l'infirmière si elle est déshydratée. Non, mais en fait, la vraie question, mais pour les questions que tout le monde se pose de manière peut-être un petit peu plus simple que vous, mais c'est de se dire, est-ce que c'est dangereux de laisser des personnes qui ne sont pas médecins faire certaines choses sans passer par vous? D'abord, c'est tout, c'est simple. Est-ce que, alors c'est le cas pour les infirmiers, les kinés, est-ce que c'est dangereux ou pas souhaitable selon vous j'ai mal au dos, je vais voir un kiné directement au lieu d'aller voir un généraliste? Je me marre quand on dit que les kinés réclament de prendre l'entorse en première intention. Moi, chez moi, dans mon coin, qui n'est pas si loin qu'ici, qui est à 4 km d'ici, quand je prescris des séances de kinésithérapeute, il me faut 3 semaines pour avoir un kiné, si vous voulez. Donc l'entorse, heureusement... Ça va déplacer le problème, ça. Non, mais attendez, mais l'entorse, ce que réclament les kinés en ce moment, c'est être en premier recours pour les entorses. Naturellement, qu'un diagnostic d'entorse, c'est assez facile à faire. Mais s'il faut attendre de voir un kiné pour avoir un diagnostic d'entorse, je vais vous dire, votre entorse, elle a le temps de s'aggraver ou de se guérir toute seule. Donc, si vous voulez, il faut... Mais vous n'êtes pas contre, alors? Mais non, mais arrêtez. Donnons envie aux jeunes médecins de s'installer. Il y a des territoires où il y a des kinés qui n'ont pas beaucoup de monde. Ne laissons pas 20% des étudiants qui ont ce concours ne jamais s'installer. C'est ça qu'il faut faire. Encadrer les étudiants, leur donner envie de s'installer. Là, l'interne que vous avez vu dans le reportage, elle n'a pas de secrétaire. Comment voulez-vous qu'elle bosse sans secrétaire? Donc le but, aussi, c'est de dire, je dis en tout cas les arguments de ceux qui défendent ce projet de loi, c'est de dire que ça laisse aux médecins aussi du temps en plus. Mais le temps médical, vous savez, les assistants médicaux, on nous a dit, vous allez avoir un assistant médical, il va aller chercher le patient dans la salle d'attente, il va aller prendre sa tension, etc. Vous n'aurez pas. Il y a des aides qui ont été mises en place pour avoir des assistants médicaux qui n'existaient pas avant. Mais j'ai pas besoin d'assistant médical, si vous voulez. Moi, quand je vais chercher quelqu'un dans la salle d'attente, je vois comment il se lève. Je vois comment il se déplace. Quand je l'assois sur la table d'examen, je vois comment il monte dessus et je vois comment il s'assoit dessus, comment il est. Et quand je lui prends l'attention, ça me fait pas gagner de temps parce que de toute façon, je continue à parler avec lui et lui poser des questions pendant que je lui prends l'attention. Si vous voulez, toutes ces histoires-là, on dit on va redonner du temps médical, mais vous les voyez là, Braun qui nous dit qu'il va nous simplifier la vie administrativement. Est-ce que vous avez regardé les conditions pour inscrire quelqu'un sur le fameux espace santé patient ? Ce qui a remplacé le DMP qui était né en 2004, je vous rappelle, et qui a si bien marché que maintenant on l'appelle espace santé patient. Mais quand vous regardez ça, vous vous dites, mais les types... Là, vous avez peut-être besoin d'un assistant. Non, mais là j'ai besoin, je sais pas, d'un lecteur de Kafka, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment... C'est kafkaïen. On se dit, mais comment ils ont pensé à un truc aussi complexe pour inscrire quelqu'un sur l'espace de santé patient? Donc, suivi la simplification administrative, on n'est pas rendu, quoi. Ça vous fait rire aussi?
Ça fait sourire. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des velléités, en tout cas des autorités sanitaires, comment dirais-je, à régler le problème en apportant de la ressource en main-d'œuvre aux médecins. Ils se disent, de manière très simple, le médecin, il faut gagner du temps médical utile, on va lui apporter de la ressource. On crée les assistants médicaux. Alors, objectif, 10 000 assistants médicaux d'ici 1 an et demi, 2 ans. On en a déjà fait. Apparemment, ça n'a pas rencontré un plébiscite, en tout cas au niveau de la profession médicale. On ouvre les vannes et on va amener plus d'assistants médicaux. Je ne suis pas certain que ce soit la solution, et Jean-Paul Hamon a raison. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les médecins, aujourd'hui, ont envie de pratiquer la médecine qui se pratiquait hier ? On nous dit aujourd'hui que 60% des jeunes médecins qui arrivent sur le marché du travail, en tout cas, veulent être salariés. La médecine, en fait, libérale, telle qu'on la connaît dans un schéma un peu passéiste, c'est apparemment terminé. Donc la question, et j'en reviens à la question de base, c'est comment on fait si la médecine est moins attractive et amène peu de médecins à s'installer en tant que généraliste libéral. La question, en fait, c'est la question de base. Aujourd'hui, nous, ce qu'on prône, en tout cas, en tant que praticiens de santé, et je parle pas que des infirmiers, mais aussi des kinés, etc., c'est de dire qu'on pourrait améliorer, en tout cas, et fluidifier la collaboration qu'on a, en dehors de ce lien de subordination qui nous a imposé, entre guillemets, par un logiciel de la technostructure et des autorités sanitaires qui font que le médecin est le pivot de la coordination. Le médecin, en fait, tout doit passer par le médecin. Et comment on fait là où, dans les territoires où il n'y a pas de médecin ? Et est-ce qu'il faut absolument changer la loi pour ça ? Parce que écoutez, il faut changer la loi. Là, on a une conjonction quand même de facteurs qui fait qu'on peut comprendre les médecins qui sont dans la rue parce qu'ils sont en pleine négociation avec l'assurance maladie sur leurs conditions tarifaires d'exercice. Et puis, il y a le débat à l'Assemblée et au Sénat exactement en même temps où on va fixer des règles il y a une collision d'exercice. Donc, est-ce que ça serait pas... Est-ce que vous n'auriez pas besoin d'être autour de la table très clairement, également. Il y a une collision d'agenda qui est... alors, je vais utiliser un euphémisme, qui est maladroite. Il y a une collision d'agenda qui est extrêmement maladroite. Alors, je passe, PPL Horizon... oui, la proposition de loi qui était prévue par M. Valtou, c'est un peu maladroit. Enfin, c'était sur la liberté d'installation, voilà. Ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Et puis il y a le Conseil national de la refondation sur la santé qui a lancé Emmanuel Macron. Il y a une collision d'agenda qui peut effectivement interroger sur la finalité du séquençage, en tout cas, des choses. Maintenant... il y a les négociations tarifaires d'un côté, c'est une chose, ça appartient aux médecins, c'est aux organisations représentatives de médecins de négocier effectivement au mieux pour eux, en tout cas, et dans leurs intérêts, dans l'intérêt de leurs mandants. Non, les médecins, ils négocient. Attendez, les médecins, ils négocient parce qu'ils en ont marre de voir la désertification qui s'étend. Ils en ont marre de voir que les députés en face, là, quand vous avez un Valtou qui reprend la loi Meignet, là, qui a pris une claque à Angoulême, et je suis bien content que Valtou, le roi de Fontainebleau, ex-maire de Fontainebleau, ex-président de la Fédération hospitalière de France, rénove son hôpital où il y a deux lits d'hôpitaux ne peuvent pas se croiser. Voilà le boulot de M. Valtou. Non, mais je peux pas parler de ce qu'il faut faire, c'est des groupes assez obscur pour les personnes qui nous regardent. Non, mais attendez, il faut des groupes monodisciplinaires, c'est-à-dire qu'il faut des groupes de médecins généralistes qui communiquent avec des groupes d'infirmiers, qui communiquent avec des groupes de kinés. Il faut supprimer les prestataires à la sortie de l'hosto qui bouffent la laine sur le dos des pharmaciens et que les pharmaciens se concentrent sur leur métier qui est le gardien des poisons. Pour moi, les pharmaciens, c'est une sécurité sanitaire. On doit les rémunérer pour ça et on doit bosser. Ce sont eux. Moi, les pharmaciens, si j'ai une personne qui avait justement 89 de saturation d'oxygène, j'ai eu l'oxygène à 7 heures du soir, j'ai eu l'oxygène à 8 heures au domicile, et l'infirmier est passé, et on a pu maintenir cette personne à domicile avec 94, 95 de SAT. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut. Est-ce que vous étiez favorable à la vaccination par les pharmaciens, par exemple ? Alors, que les pharmaciens vaccinent, ça me dérange pas, mais que les vaccins... Il y a beaucoup de médecins qui étaient très opposés initialement, et finalement, aujourd'hui, ça marche. Que les pharmaciens vaccinent, font les rappels contre le tétanos, ça, j'y suis complètement opposé. Parce que ça doit être dans mon dossier. C'est-à-dire que
je veux savoir, je peux savoir, et j'ai pas envie d'aller me connecter sur l'espace santé patient pour savoir si le pharmacien a marqué qu'il a vacciné mon patient. Parce que si j'ai quelqu'un qui vient voir avec une plaie que je suture, eh bien il va falloir que je vérifie si la vaccination a été faite contre le tétanos et s'il est à jour. Et ça, c'est pas rien, si vous voulez. Donc, qu'il y ait une vaccination comme ça pour la grippe ou le Covid, ça me dérange pas. Mais quand il s'agit de rappel, moi, je veux avoir le truc dans mon dossier à moi, dans les patients que je soigne. Et ça, c'est pas sur l'espace santé patient qu'on va aller chercher ça. Donc, il faut des groupes monodisciplinaires qui communiquent entre eux. Comment on lutte contre les déserts médicaux, Si toutes les solutions qui ont été proposées ici ne vous conviennent pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais regardez, Royère de Vassivière, dans la Creuse. Les médecins, c'est des déserts de population. Les médecins ne peuvent pas se regrouper parce que sinon, les patients, ils feraient 40 bornes pour aller voir le groupe médical. Ils ont partagé leurs fichiers. C'est-à-dire que quand ils voient un patient en garde, eh bien, ils sont au courant de ce que prend le patient. Ils ont fait venir des internes à Royère de Vassivière et les internes ont été logés. Ils ont une prime pour venir, voilà. Et sur les 4 médecins qu'il y a autour de Royère de Vassivière, il y a 2 collaborateurs qui sont dans ces internes. Parce que ces internes-là, ils ont découvert ce que c'était qu'une médecine de premier recours qui est passionnante à exercer. Et les gens, ils sont là. On a créé les conditions de l'installation. Voilà ce qu'il faut faire. Inciter les jeunes médecins à venir, leur mettre des conditions correctes, ne pas leur imposer une 10e année sans encadrement. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut que les médecins, quand on est dans les déserts de population... Il y a énormément d'incitations qui sont lancées un peu partout. Dans toutes les collectivités locales, tous les maires font des ponts d'or pour avoir un médecin. Il y a énormément de maires dans beaucoup de communes. Alors le pont n'est pas arrivé jusqu'à monsieur Hamon. Et qui recherchent désespérément des médecins et des professionnels de santé. Oui, ils en cherchent parce que... Et qui construisent des centres de santé qui sont vides même. J'ai une de mes collègues avec qui je défilais en 2002 avec sa pancarte qui disait un médecin qui s'en va, c'est un village qui meurt. Eh bien, elle est partie s'installer en Écosse. Mais c'était la coordination de la Sarthe qui avait dit ça et qui avait clairement dit que s'il n'y avait plus de médecins dans le village, les gens ne venaient plus habiter dans le village. Et si les gens ne venaient pas habiter dans le village, eh bien l'immobilier s'effondrait. Donc si vous voulez, l'importance d'un médecin, je ne sais pas, les gens qui nous gouvernent, les gens qui sont députés, qui ont été élus, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le trognon pour pondre des lois comme ça. Le mot de la fin, Daniel Guillaume, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut, de manière assez lucide, sortir d'une vision médico-centrée en fait, du système. Aujourd'hui, vous avez des professions qui ont des compétences inexploitées. On a un rôle propre en fait, au niveau de certaines professions. La profession infirmière que je représente a un rôle propre totalement inexploité aujourd'hui au niveau du Code de la santé publique. L'idée, effectivement, c'est de libérer en tout cas les portes sur ce rôle propre. On parle d'éducation thérapeutique, on parle de prévention. On a un ministère de la Santé et de la Prévention aujourd'hui. Nous, on attend toujours, effectivement, qu'il y ait des mesures fortes prises en termes de prévention. Et là, on explorerait peut-être des vrais gains, des gisements, en tout cas, d'économie qui permettraient de revaloriser les médecins. Au passage, les médecins, en fait, sur les... En tout cas, déclarations qui ont été faites, c'est 1,50 €, c'est 700 millions d'euros en enveloppe globale. Ah non, en tout cas, chiffre donné par la CNAM. Moi, je voudrais juste rappeler un chiffre, c'est que sur à peu près 30 à 35% de notre activité, nous infirmiers, la lettre clé est bloquée depuis 2009. Depuis 2009, pas 2017, 2009. Merci. Donc voilà, on est dans la 6e contrainte. Il faut partager les ressources et puis il faut faire en sorte qu'effectivement tout le monde y trouve son compte. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. On va retrouver Séverine Larouille pour le reste de l'actualité.